Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins de la connaissance, l'émission littéraire de philosophie, vous est proposée tous les jours de 10h à 11h par François Connac à la réalisation, avec Martin Delafosse à la technique, Avril Ventura, Mathilde Unger, Romain Villet, Vanina Modiconacci et Adèle Van Rett, dont vous retrouverez le journal dans 50 minutes. C'est une rediffusion que vous entendez depuis mardi dernier, la rediffusion d'une semaine que nous avions enregistrée autour de la philosophie d'Emmanuel Kant, en compagnie de l'ami Michael Fossel, qui enseigne à l'université de Dijon. En vérité, c'est une semi-rediffusion, puisqu'elle est amputée 2 fois. D'abord, lundi dernier, nous étions à Berlin pour la journée spéciale que Radio France consacrait aux 20 ans de la chute du mur. Et aujourd'hui, vendredi, c'est une émission inédite sur la philosophie d'Emmanuel Kant que nous vous proposons, toujours évidemment en compagnie de Michael Fossel. Une émission qu'on avait regretté de ne pas faire quand on s'était retrouvés au printemps dernier pour parler de Kant, car nous avions parlé des 3 critiques, de la religion dans les limites de la simple raison et du rôle de la liberté dans l'histoire, mais nous avions négligé peut-être ce par quoi on aurait pu ou dû commencer, à savoir ce que signifie le fait d'être kantien. Bonjour Michael Fossel. Bonjour. Bonjour et rebonjour donc, c'est une joie. Un plaisir et une joie pour l'équipe des chemins et pour tous nos auditeurs d'ailleurs de vous retrouver pour prolonger un peu cette discussion autour de la pensée d'Emmanuel Kant. Et c'est une joie, cerise sur le gâteau, de vous poser à titre liminaire la question peut-être la plus bête qui soit. Comment peut-on être kantien, vous qui l'êtes? Oui, il y aurait eu une question beaucoup plus bête qui aurait été de me poser, de me demander comment ne pas être kantien. Ne comptez pas sur moi pour vous poser une telle question. Allez-y. Je me la pose à moi-même pour l'exorciser parce qu'en réalité, il y a une espèce d'évidence à être kantien qui traîne dans les milieux, disons, philosophiques et qui n'est pas nouvelle puisque dès le milieu du 19e siècle, en Allemagne, on organise ce qu'on a appelé les retours à Kant. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, après la parenthèse spéculative, la parenthèse de l'idéalisme allemand, Hegel, etc., certains philosophes ont ressenti la nécessité de revenir à plus de modération, si vous voulez, via Kant. Un petit peu comme quand on rentre chez soi après une nuit d'ivresse, on a un besoin d'ébriété. Sobriété. De sobriété, pardon, après une nuit d'ébriété. Et alors, merveilleux lapsus, allez-y. Merveilleux lapsus, parce qu'il me semble que ça, c'est la mauvaise manière d'être kantien, au fond, d'en faire une philosophie du juste milieu, une philosophie qui nous rappelle simplement à nos limites contre les égarements de la raison. Il y a une forme, je dirais précisément, d'ébriété kantienne, au sens où je dirais que Kant, de toutes les manières, ne nous apprend pas à être kantien. Il y a cette phrase célèbre de Kant où il dit « la philosophie, ça ne s'apprend pas ». En réalité, la philosophie, ça n'est pas un corps de doctrine, si vous voulez, ou de savoir qu'il suffirait de répéter inlassablement. Alors, en termes kantiens, ça voudrait dire, eh bien, ma foi, nous ne pouvons pas connaître Dieu, nous ne pouvons pas démontrer l'existence de ce qui est transcendant, nous sommes libres. Bon. La philosophie, c'est fondamentalement une méthode. Et là, j'essaie de répondre plus positivement. Qu'est-ce que c'est qu'être kantien? Je dirais que ça n'est pas répéter la doctrine, ou peut-être la doxa, d'ailleurs, jusqu'au milieu des années 80, on a eu encore ce retour à Kant, un petit peu comme un retour à la raison, précisément. Je crois pas du tout que ce soit cela. Je crois qu'être kantien, c'est d'adopter sa méthode critique, précisément. Et celle-ci, on peut la définir rapidement en disant qu'être kantien, c'est considérer qu'une affirmation philosophique majeure du style « les hommes sont libres » ne doit pas être adoptée simplement dans son contenu, oui ou non, je suis pour ou je suis contre cette thèse, ou Dieu existe, bon, ou que sais-je, mais il faut réfléchir aux conditions de cette énonciation, aux conditions de cet énoncé, réfléchir au fond à ce qui rend possible, c'est ça la démarche critique fondamentale, une affirmation quelle qu'elle soit, y compris une affirmation aussi, je dirais, massive que celle qui concernerait la liberté des hommes. Donc, en fond, rétrocéder de ce que nous disons
aux conditions qui nous permettent de le dire. Et c'est seulement sur cette base-là qu'on arrivera à produire des savoirs philosophiques. D'autres, peut-être s'inspirant de Kant, s'en sont servis justement pour critiquer Kant en faisant cette démarche qui consiste donc à rétrocéder, hein, à aller en amont de ce qu'on dit pour s'interroger sur les conditions de possibilité de ce qu'on dit. Ça, c'est le criticisme kantien. Oui. Il y a, si l'on pousse cette démarche un peu, on arrive assez vite aux philosophes généalogistes, c'est-à-dire à ceux qui, derrière ce que vous dites, se posent la question de savoir ce qui vous fait dire ce que vous dites et d'où vient finalement ce que vous dites. Et en somme, chez Nietzsche par exemple, la part de ressentiment qu'il y a derrière le goût du bien ou le goût de la morale, pour ne donner que cet exemple archi connu. Parfaitement, et en effet, même s'il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, il est certain que Nietzsche sort de Kant à bien des égards, et cela permet de dire qu'une des raisons aussi d'être kantien, si par là on entend simplement le fait de prendre connaissance de cette pensée, de s'y coltiner, je dirais, c'est que Kant est à une série de tournants, je crois, absolument définitifs. On peut dire qu'après lui, rien ne sera possible comme cela l'était avant, même des philosophes qui s'opposeront massivement à lui, comme Hegel d'emblée, puis plus tard Nietzsche, ou même encore, si l'on veut, Heidegger, sont des philosophes qui ne peuvent pas faire l'impasse sur Kant. D'ailleurs, en Allemagne, il y a une tradition de ce que l'on appelle le Kantbuch, c'est-à-dire que tout universitaire, y compris les plus grands, je citais Heidegger, commence en quelque sorte par Nietzsche, parce que Kant fait subir à la tradition philosophique je dirais des tournants et des bouleversements qui font que de toutes les manières, on doit compter avec lui, que la philosophie ne se remet pas littéralement de cette pensée. Et on aura certainement l'occasion de citer quelques-unes de ces ruptures. Vous en citiez une à propos de la généalogie. En effet, Nietzsche, c'est typiquement un philosophe qui ne s'intéresse pas tant au contenu des thèses qu'il réfute qu'à leur provenance, à leur généalogie. Et de ce point de vue-là, on peut dire que son geste, même s'il est polémique à l'égard de Kant, son geste est fondamentalement critique. Effectivement, vous avez dit tout à l'heure ébriété pour sobriété. Oui. Vous avez dit ensuite Nietzsche pour Kant. Ça fait donc deux lapsus sous le patronage desquels je situe en toute mauvaise foi l'émission d'aujourd'hui. Et Michael Fosel, j'ajouterai une chose, c'est que vous avez parlé du Kantbuch, ce qui littéralement s'écrit Kant-Buch, B-U-C-H. Oui. Et alors, pour m'en tenir à une impression, un souvenir d'étudiant, d'écolier non germaniste, je voyais marqué Kant-Buch en permanence, et voir marqué Kant-Buch me donnait une sorte d'information sur la nature même de ce qu'on allait trouver chez Kant, à savoir que c'était pesant comme du bois, que c'était une sorte de bûche qu'il fallait ingérer, qu'il fallait avaler, par laquelle il fallait en passer. Et je dois dire, là encore, je voudrais me situer d'un point de vue empirique, que le déplaisir, mais peut-être cela tenait-il à la façon dont il était enseigné, mais le déplaisir de la lecture de Kant accréditait en permanence ce sentiment qui allait avec l'onomastique, le fait de franciser le Kantbuch, Oui. et de voir une bûche dans la lecture de Kant. Qu'en pensez-vous? C'est certain. Est-ce une objection On recevable, peut, ça? alors non, mais cela étant, on peut l'entendre et tâcher d'y répondre. Le parallèle avec Nietzsche, on peut le poursuivre un petit peu. Je dirais que dans la pratique de l'enseignement, il y a deux types d'auteurs. Il y a les auteurs comme Nietzsche, dont je pense en tous les cas qu'il faut tâcher de les rendre d'une certaine manière rigoureux au moment où ils le sont bien sûr, mais je veux dire, il faut d'une certaine manière montrer que l'ébriété, pour y revenir, des formules est trop facile, et donc par rapport aux étudiants, rendre une forme de systématicité à ce discours. Et puis, il y a les auteurs à l'inverse comme Kant, dont il faut au fond restituer aux étudiants, ou tâcher de restituer aux étudiants, le caractère beaucoup moins austère de la pensée de Kant est beaucoup moins austère que son style. Et donc montrer qu'il y a en quelque sorte sous-jacente aux énoncés scolastiques de la pensée kantienne des affirmations et des pensées qui sont des pensées vives, éventuellement même des pensées écorchées. Et Kant, là aussi, nous y aide, parce que pour lui, la philosophie, il fait cette distinction dans la critique de la raison pure, la philosophie n'a pas vocation à être scolastique. Le sens de la philosophie, c'est un sens qu'il appelle lui-même le sens cosmique, c'est-à-dire un sens cosmopolitique aussi bien. La philosophie et la raison sont des réalités fondamentalement humaines. Ce ne sont pas des savoirs que l'on pourrait objectiver, à l'inverse de ce que l'on pourrait croire même en lisant Kant. Ce sont des savoirs qui animent fondamentalement la raison humaine et donc la nature humaine. Si l'on parle simplement, nous avions eu l'occasion d'en parler au printemps dernier, de la conception kantienne de la métaphysique, on peut prendre un point. Kant, c'est quelqu'un qui rompt avec l'idée ou avec le thème de l'erreur.
La métaphysique, pour lui, la métaphysique qui prétend connaître Dieu, qui connaître l'en soi des choses, l'être des choses, l'essence des choses. Pêche par excès de connaissance. Elle pêche par excès de connaissance, mais elle n'est pas simplement une erreur par rapport à laquelle il suffirait de restituer le discours vrai. Elle est un désir. Et la différence entre la métaphysique, je dirais, comme erreur, mettons la critique empiriste, et puis la métaphysique comme illusion, c'est que l'illusion, c'est une erreur associée à un désir. Quel désir? Eh bien, disons-le, un désir d'absolu, un désir d'inconditionné, qui anime la raison humaine. Et au fond, ce que montre Kant, c'est que dans nos questions sur Dieu, sur l'immortalité de l'âme, sur la liberté, sont investis littéralement, bon, Kant ne le dit pas comme ça, bien sûr, mais des affects, quelque chose qui relève fondamentalement de la nature humaine et de son désir. Même si ce désir ne peut pas être satisfait, il continuera à accompagner l'histoire, je dirais, de l'humanité, en dépit du geste critique qui vise à montrer que nous ne pouvons pas accéder à cet absolu. Mais alors justement, Michael Fossel, est-ce que d'abord la persistance de ce désir ne met pas Kant en situation normative, c'est-à-dire en situation de dire à ceux qui subissent ce désir, à ceux dont il fait partie, puisqu'après tout il est homme, pour être Kant, il n'en est pas moins humain, il est même humain par excellence, en tout cas il est le philosophe de l'humanité par excellence. Est-ce que la persistance de ce désir ne met pas son système de pensée en situation tout simplement normative, qui consiste à finalement déplorer le fait que les hommes ne soient pas capables de mettre le holà, de mettre un frein au désir qui les meuvent. Et puis deuxièmement, vous avez dit, alors il faut enseigner la sobriété de Nietzsche, par-delà le discours de l'ivresse, et il faut enseigner ou réhabiliter la part d'ébriété qu'il y a chez Kant, par-delà la sobriété de son style. Mais enfin, sur ce point-là, pour défendre Kant, donc vous défendez également la possibilité d'une ébriété kantienne. Mais enfin, il faut quand même rappeler, vous l'avez dit, c'est le philosophe du retour à la raison, c'est le philosophe qui veut pacifier les conflits, c'est le philosophe qui veut lutter contre l'hubris métaphysique des humains, qui tout simplement trouve sa forme dans le désir que l'on peut avoir de connaître les choses en soi, ou bien de réaliser l'absolu dans l'histoire. C'est également le philosophe qui, à tous égards, combat l'absolu en chacun de nous. Comment parler d'ébriété là-dedans ? Alors, vous avez d'abord parlé du normativisme. En effet, Kant, vous dites, il est homme, et il est tellement homme qu'il parle à un moment de la métaphysique comme d'une maîtresse que l'on a aimée et vers laquelle nous retournerons, toujours en dépit des déceptions que nous éprouverons par rapport à elle. Alors, je dirais que, est-ce que c'est un normativisme? Pas au sens, en tous les cas, où il nous interdit, où c'est une pensée de l'interdit par rapport à la transgression, je dirais, métaphysique, à la connaissance de Dieu. C'est un normativisme au sens où Kant prétend, alors à tort ou à raison, mais il prétend nous donner les moyens de trouver une satisfaction à ce désir rémanent de l'absolu. Et précisément, je dirais d'une certaine manière... Mais est-ce que cette satisfaction, pardonnez-moi, passe par autre chose que par une atténuation de ce désir, par une modération de ce désir? Par une réorientation de ce désir, parce qu'on a une conception... En termes galants, ces choses-là sont dites. Oui, non, pas... c'est différent, parce qu'en réalité, il y a une manière de satisfaire ce désir chez Kant. Alors évidemment, c'est une manière que Nietzsche lui reprochera, puisque pour Kant, nous ne pouvons satisfaire notre désir, disons, d'absolu ou d'inconditionné que dans le domaine moral, que dans le domaine, il n'y a qu'un seul absolu, au fond, qui soit valable pour l'homme, c'est l'absolu de la liberté, mais il y a d'une certaine manière chez Kant une forme de jouissance de cette, ou de contentement de soi, comme il le dit, de cet absolu. Bref, l'absolu, nous avons rapport à lui par rapport au devoir-être et par rapport à l'être, et cela, ça a tout de même une vertu, je crois, philosophique. C'est pas seulement, si vous voulez, le rigorisme kantien, c'est que cela nous enjoint, pour le coup, cela nous interdit de fixer l'absolu dans l'être, dans l'expérience. Nous n'avons pas, il y a un côté déceptif, c'est vrai, d'expérience de l'absolu dans l'immanence, si je puis dire, ou dans l'histoire même. Mais enfin, vous m'accorderez peut-être que les expériences de l'absolu immanente, généralement, ont mené l'humanité plutôt à la catastrophe. En termes collectifs, oui. En termes singuliers, non. J'allais vous dire, l'expérience de l'absolu telle qu'elle est conduite à son terme, quand c'est un artiste, quand c'est un poète, quand c'est un écrivain qui l'éprouve, tout va bien. Quand c'est un dictateur qui entreprend de la mettre en œuvre et qui veut le bonheur des hommes malgré eux, ou bien qui veut tout simplement déceler la vérité dans l'histoire ou résorber les incertitudes humaines dans un régime qui viendrait supprimer les inégalités une fois pour toutes, alors là, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas deux niveaux de lecture ? Certainement. Je ne suis pas convaincu, cela étant, qu'au niveau personnel, la
l'expérience de l'absolu, enfin pour un kantien, elle n'a pas lieu précisément, mais le désir d'expérimenter l'absolu, un amour absolu, un amour définitif, soit nécessairement, comment dirais-je, susceptible d'être satisfait, et que cela ne mène pas à la mélancolie, aussi bien à la tristesse, précisément de constater que dans les conditions de l'expérience humaine, l'absolu ne peut pas être ni connu, version métaphysique, ni éprouvé, version mystique. Je dirais que Kant, c'est celui qui nous enseigne deux choses. La raison, certes, ne peut pas tout connaître, mais aussi bien, nous ne pouvons pas avoir une expérience, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, quelque chose d'intérieur, de l'absolu. Il n'y a pas plus de mystique que de métaphysique. Ce savoir-là est aussi un savoir qui nous arme face aux déceptions du réel. Bien sûr, Michael Fossel, mais en même temps, vous m'accorderez que si un tel, quelqu'un, votre interlocuteur, vous dit « mais moi j'ai fait une expérience de l'absolu, me levant un matin, j'ai eu le sentiment, vous savez comme Nietzsche dans Ecce Homo par exemple, hein, que tout était absolument nécessaire, tout était à sa place, l'espèce de félicité qui s'empare de lui à cet instant est une félicité sans pareil. » On peut parler à cet instant d'expérience de l'absolu, ou Bergson lui-même d'ailleurs décrit des expériences de l'absolu dans le rapport qu'il fait au monde, dans la découverte du singulier, dans la considération poétique du monde par exemple. Ce sont là des expériences. Est-ce que le fait que certains éprouvent ces expériences, tandis que d'autres ne l'éprouvent pas, n'est pas une objection très forte finalement à la pensée de Kant, dans la mesure où elle renverrait l'origine de son discours non pas à la raison, mais tout simplement à ce que Nietzsche appelle l'idiosyncrasie de chacun, c'est-à-dire la trajectoire de chacun. Est-ce qu'en somme, il ne suffit pas de n'avoir jamais fait cette expérience pour pouvoir, en kantien, considérer qu'il est dangereux de la rechercher, alors que ceux qui l'ont faite et qui ont survécu peuvent vous dire, dans ces conditions, qu'ils ne sont pas kantiens et qu'ils ne voient pas pourquoi ils le seraient? Je ne dirais pas que pour un kantien, enfin tel que je l'entends, il est dangereux de rechercher l'absolu. En revanche, il est probablement très dangereux et surtout très douloureux à terme de prétendre l'avoir rencontré, de prétendre l'avoir trouvé. Parce que dans la formule « moi j'ai rencontré l'absolu » ou « moi j'ai eu une expérience de l'absolu », qu'elle soit affective ou rationnelle ou même artistique, il y a déjà, je dénote déjà une petite contradiction entre le « moi-je », dirais, et qui initie la phrase, et l'absolu qu'elle prétend connaître. D'autre part, si vous rencontrez quelqu'un qui vous explique qu'il a rencontré l'absolu, il prétend bien, d'une certaine manière, vous faire partager cette rencontre, puisqu'il l'énonce. Et même s'il n'y parvient pas, d'ailleurs, puisque précisément c'est de son amour, de son expérience, de sa tentative qu'il s'agit, il prétend bien ressaisir, je dirais, d'une manière, pour le coup, conceptuelle, en vous l'explicitant, cette expérience. Eh bien, cela corrobore tout à fait la thèse kantienne, selon laquelle l'absolu, encore une fois, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il constitue un horizon pour l'humanité vers lequel nous sommes en quelque sorte appelé, et légitimement appelé. Cela, Kant ne le conteste nullement. Il parlerait d'idéal régulateur. Il parlerait d'idéal régulateur, et il parlerait précisément de cette expérience que j'indiquais tout à l'heure, qui est l'expérience de la liberté, qui est précisément l'horizon humain, au sens où nous ne pouvons jamais dire « nous sommes absolument et définitivement libres », mais en revanche, c'est cet idéal, pour le coup, qui nous appelle et qui constitue une expérience, pour le coup, commune. Sans examiner pour le moment la valeur d'affirmation telle que « il existe en nous un impératif catégorique », on peut se demander ce qu'une pareille affirmation révèle de celui qui la formule. Il est des morales qui entendent justifier leur auteur en face d'autrui. D'autres entendent le tranquilliser et le mettre en paix avec lui-même. D'autres lui servent à se mettre lui-même en croix et à s'humilier. D'autres à se venger, d'autres à se dissimuler, d'autres à se spiritualiser et à se transporter dans un monde supérieur et lointain. Telle morale permet à son auteur d'oublier telle autre, de se faire oublier lui-même ou quelque aspect de sa personne. Plus d'un moraliste aimerait exercer sa puissance et son imagination créatrice aux dépens de l'humanité. Maints autres, et peut-être justement Kant, donnent à entendre par leur morale ceci: ce qui est respectable en moi, c'est que je sais obéir, qu'il en soit de vous comme de moi. Bref, les morales ne sont pas autre chose que le langage symbolique des passions. Alors
évidemment, Michael Fossel, le texte que je viens de lire n'est pas de Kant, mais il part de lui et il parle de lui. Je dis part de lui et parle de lui, justement, et je suis en accord avec ça. C'est un texte de Nietzsche, c'est le paragraphe 187 de Par-delà bien et mal. Et alors, c'est un texte qui, indépendamment du fait qu'il met en œuvre la démarche de Nietzsche, qui est une démarche donc de généalogiste, derrière la morale, toute morale est le code d'une certaine trajectoire existentielle, la traduction en termes justement absolus ou absolutistes de ce qui relève d'abord d'une expérience individuelle, et Kant, aux yeux de Nietzsche, ne fait pas exception à la règle. Et dans le même temps, on peut considérer que Nietzsche est l'héritier de Kant, dans la mesure où la généalogie, l'œuvre du généalogiste, est l'héritière de ce que vous avez dit tout à l'heure du criticisme kantien, qui consiste à, derrière un savoir, chercher à trouver comment se sont élaborées ces conditions de possibilité. Oui, la généalogie partage avec la critique ce souci de faire un pas en retrait, en effet, par rapport aux affirmations, mais évidemment, dans l'œuvre de Nietzsche ou dans la perspective de Nietzsche, il s'agit de délégitimer le savoir en question, tandis que dans la perspective kantienne, il s'agit de légitimer ce savoir, en l'occurrence ici moral, selon lequel, d'une certaine manière, implicitement ou explicitement, nous ressentons tous le fait qu'une conduite n'est morale que si elle est acceptable, universalisable par tous. Et d'ailleurs, Kant ne cesse de dire que ce qu'il fait, lui, c'est la morale, il examine les conditions de possibilité de la morale commune. Pas du tout, il n'invente pas une nouvelle morale. Alors, dans la thèse de Nietzsche, évidemment, Kant n'aurait rien fait d'autre que de sublimer sous une forme rationnelle ce qui était son idiosyncrasie, son individualité propre, c'est-à-dire son souci de marquer ou de placer la morale spécifiquement sur le thème de l'obéissance. Qu'est-ce qui manifeste le mieux mon caractère moral? C'est que je suis capable d'obéir inconditionnellement à une loi anonyme. Alors, il faut bien préciser une chose, c'est que Nietzsche n'est pas fou. Il a lu Kant. Il a lu les textes de Kant dans lesquels Kant s'indigne de ceux dont l'unique tempérament est un tempérament d'obéissance. Il a lu les textes, notamment Qu'est-ce que les Lumières, dans lesquels Kant explique que s'en prend à tous ceux qui obéissent à une loi venue d'ailleurs. En revanche, il situe dans la construction autonome de la loi chez Kant quelque chose qui relève malgré tout de l'obéissance. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il critique, c'est cette idée de l'obéissance à une loi absolument anonyme, qui ne serait pas en quelque sorte une loi créatrice. Ce qu'il critique, c'est la reproduction d'une conduite sous une loi qui serait intangible. Et puis, bien évidemment, je pense qu'il a à l'arrière-plan de sa pensée la conviction qu'en réalité, Kant n'a rien fait d'autre que d'intérioriser la loi mosaïque, la loi des commandements divins, et que Kant, c'est d'une certaine manière celui qui a voulu séculariser fondamentalement la loi de Dieu, l'affaire intérieure. Et de ce point de vue-là, il y aura une perversité dédoublée, parce que tant que l'on est convaincu que cette loi vient du dehors, qu'elle est hétéronome, comme dirait Kant, on peut y résister. Mais à partir du moment où Dieu devient en quelque sorte le témoin intérieur de notre moralité, alors nous rentrons littéralement dans le caractère obsessionnel de la morale. Pour le dire autrement, quand la loi vient d'un ailleurs, effectivement, on peut la combattre comme un ennemi objectif. L'objet de Kant est de penser la liberté comme la construction finalement autonome d'une loi. L'argument de Nietzsche est de dire que, ce faisant, intériorisant la loi, loin de construire la liberté, Kant, justement, donne au contraire d'autant plus de solidité à la servitude, qui cette fois-ci n'est plus une servitude objective, mais une servitude presque subjective. Exactement, et de fait, on peut dire qu'il y a beaucoup d'éléments, même dans notre présent, qui donneraient, a priori, de manière évidente, raison à Nietzsche. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une idéologie de l'autonomie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous, en quelque sorte, enjoints à être libres, c'est une obligation d'être autonome, et qu'on voit bien que cette obligation produit, paradoxalement, de la servitude, puisqu'elle produit de la responsabilité. Et donc, cette individualisation, même sur les lieux de travail, sur le lieu de travail, etc., on voit bien ce que cela peut, en termes psychologiques, disons, produire de servitude. Bon. Maintenant, il faut quand même, si on en reste au point de vue strictement philosophique, parce qu'une fois qu'on a dit qu'à partir de la liberté pouvait être l'objet d'une idéologie, on n'a pas encore tout dit. Du point de vue de Kant, la loi, il ne faut jamais l'oublier, la loi morale, celle qui pose que nous ne pouvons faire ou que nous ne pouvons vouloir, pour être précis, que ce qui est peut-être universellement voulu, elle a un caractère, d'ailleurs voulu par tous, elle a un caractère émancipateur, car la loi nous coercitif libère, et émancipateur. obligatoire, si je puis dire,
et émancipateur par rapport à d'autres types de contraintes, aux contraintes liées à notre désir, dont on croit illusoirement que c'est le nôtre, précisément, qu'il vient de nous, qu'il exprime notre intériorité la plus pure, alors que bien souvent, il n'est, le désir que nous avons, le désir de consommer, le désir de jouir, que, je dirais, d'une certaine manière, l'intériorisation de normes sociales, contraintes aussi d'ordre religieux ou politique, puisque la loi, il ne faut pas l'oublier de le préciser, ça n'est pas simplement le principe d'une obligation, c'est aussi le critère d'une évaluation. Donc la loi morale, et dans le domaine en particulier de la loi juridique pour Kant, la loi du droit, c'est une manière aussi d'évaluer toutes les obligations qui peuvent être des contraintes qu'on nous impose, que ce soit l'État, que ce soit les institutions générales, voire éventuellement l'entreprise. C'est pour cela, la grande thèse de Kant, c'est finalement que la loi morale et la liberté non seulement ne s'opposent pas, mais d'une certaine manière s'impliquent l'une l'autre, parce que la loi, je le répète, même si elle pose une obligation, nous libère aussi des fausses obligations dans lesquelles nous sommes prises peu ou prou. Mais cette loi, l'obligation que cette loi nous impose, de la même façon que les véritables prisons sont des prisons sans barreaux, l'obligation qu'une loi que nous aurions construite nous-mêmes nous impose, n'est-elle pas plus coercitive, en un sens infiniment plus coercitive, que celle qui, s'appuyant sur le rejet d'une loi extérieure, justifierait qu'un homme justement s'en affranchisse? Mais cette loi, nous ne l'avons pas construite au sens où nous en serions les auteurs, au sens Du point de vue de Nietzsche, si. Du point de vue de Nietzsche, oui, bien sûr. Du point de vue de Nietzsche, encore que pour Nietzsche, d'une certaine manière, elle vient toujours de la caste des prêtres, etc. Ce qu'il y a d'intéressant... Le grand argument de Nietzsche, il faut le rappeler Oui. quand même en termes d'histoire des idées, c'est très important. L'une des grandes objections que Nietzsche adresse à ses prédécesseurs, bien souvent d'ailleurs les philosophes, Nietzsche et Hegel d'ailleurs, qui ont peu de choses en commun, ont au moins ça en Oui. commun, d'avoir le sentiment finalement de venir clore une histoire qui jusqu'ici était en un sens inaboutie. Et il y a chez Nietzsche très souvent l'idée, dans son processus, cette façon qu'il a de critiquer ses prédécesseurs, l'idée que ses prédécesseurs de Kant et même jusqu'à Schopenhauer sont encore plus théistes, d'autant plus théistes qu'ils prétendent ne plus l'être. C'est effectivement le cœur de l'objection qu'il adresse à Kant. Effectivement, d'autant plus théistes qu'ils font de Dieu quasiment un attribut de la raison. Bon. Mais la loi, encore une fois, au sens kantien, ça n'est pas simplement la série ininterrompue des contraintes qui, si nous ne nous y soumettons pas, doivent nécessairement créer de la culpabilité pour une raison profonde, qui est d'ailleurs énoncée clairement par Kant lorsqu'il dit « Nous ne savons pas si dans le monde un seul acte moral a été produit », ce qui fait que la loi, la loi morale, ce n'est pas un principe de savoir, de connaissance, parce que si c'était cela, un petit peu comme dans la religion, si c'était cela, en effet, nous saurions à quel moment nous sommes hors la loi. Et donc, cela pourrait créer de la culpabilité, de la névrose. La loi, il la conçoit systématiquement comme une exigence à laquelle nous ne pouvons pas effectivement échapper, mais dont nous n'avons pas, je dirais, de connaissance théorique, c'est-à-dire que nous sommes en quelque sorte appelés à une injonction. Cette injonction consiste à comparer nos intentions et même nos désirs à ce qui peut être éventuellement accepté par tous les autres. Mais encore une fois, ça n'est pas un savoir sur le modèle, si vous voulez, du savoir de la culpabilité. Quand ce n'est pas une philosophie de la culpabilité, c'est une philosophie de la responsabilité. C'est toute la différence, je dirais, entre la raison théorique et la raison pratique. De même que je ne me sais pas avec une certitude absolue bon ou vertueux, je ne me sais pas coupable, donc autrement dit, il y a toujours place pour une reprise de soi. C'est en quoi je pense qu'il y a un caractère émancipateur de la loi morale, non seulement par rapport aux contraintes extérieures, mais aussi par rapport à tout ce qui pourrait nous inscrire dans un caractère, dans quelque chose qui serait inné et définitivement indépassable. Il n'y a pas de méchant absolu, pas plus qu'il n'y a, nous avions eu l'occasion d'en parler à propos du mal, de saint dans l'expérience humaine, Oui, de sainteté dans l'expérience humaine. D'accord, mais que se passe-t-il, ou plus exactement, que dit Kant de ces moments où, nous échappons à ce à quoi, à ses yeux, nous ne pouvons pas échapper? C'est-à-dire des moments qui seraient des moments d'expérience radicale du mal Soit d'expérience radicale du mal, soit tout simplement où la loi ne s'impose pas à nous, où on fait l'expérience où on ne se sent pas, en ce sens, concerné par l'élucidation kantienne des conditions de la morale. Mais fort heureusement, la plupart des moments de notre vie sont des moments où nous ne nous sentons pas concernés par l'élucidation kantienne de la morale, tout simplement parce que la morale n'a rien à faire dans ces moments
moments-là, que ce soit les moments, disons, sociaux, les moments de vie, les moments d'existence, de plaisir, etc. Ce sont des moments où nous n'avons pas à nous poser la question de la compatibilité de nos maximes, comme dit Kant, donc de nos intentions subjectives, avec la loi. En réalité, les questions, et cela on peut le voir, parce que même dans les cas des pires crimes, les situations, plus exactement, qui sont des situations morales, qui engagent la liberté de soi et la liberté des autres, sont des situations où nous nous posons toujours la question des principes inéluctablement. Et donc, la question, à mon sens, est de savoir si la réponse kantienne, c'est-à-dire la réponse par l'universel, est la bonne réponse ou pas, mais pas tellement de savoir si la loi nous accompagne en quelque sorte, comme l'œil était dans la tombe, en quelque sorte, dans chacun de nos actes ou chacun de nos désirs. Kant ne cesse de répéter que l'essentiel de notre vie, l'essentiel de notre existence est traversé par des désirs et que les désirs sensibles ne sont pas le mal, fondamentalement, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a mal que là où il y a liberté. Le mal, c'est le choix d'une liberté, donc le désir étant de l'ordre de la nature, il n'y a pas ici quoi que ce soit de mauvais. Michael Fossel est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour une émission surnuméraire, puisque c'est la 6e émission que nous consacrons à Emmanuel Kant, une émission qui vient clore une semaine de rediffusion sur la pensée d'Emmanuel Kant. Cette émission, elle, n'a jamais été diffusée jusqu'ici. C'est une émission où nous nous posons tout simplement la question de savoir comment on peut être kantien et comment Kant résiste aux objections que les philosophes après lui, ou voire avant lui d'ailleurs, auraient pu lui formuler. Parmi ces philosophes, au premier rang desquels en tout cas, se trouve Nietzsche. Dans le même temps, il serait erroné, Michael Fossel, de penser qu'on se situe ici dans une perspective stricte d'histoire des idées, puisque ces enjeux sont considérables. Ces questions-là, derrière ces questions de philologue, comme dirait Nietzsche, il y a des enjeux, j'allais dire presque pratiques, immanents, très concrets. Et il y a dans le statut des objections qu'on peut porter à Kant, également des enjeux qui concernent la façon tout simplement de mener notre existence. Alors, on a dit que Kant, vous avez dit que Kant était un philosophe qui remédiait en un sens à la tentation de l'absolu en nous. J'ai envie de vous demander si d'une certaine manière Kant ne retrouve pas nécessairement cette tentation de l'absolu en situant sa démarche à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire en étant le penseur de la finitude humaine par excellence. Est-ce que le simple fait de se situer dans cette optique-là, dans cette perspective-là, ne le met pas fatalement en situation de retrouver l'absolu dans la mesure où l'absolu serait une invention du rapport que l'homme entretient avec le monde, rapport qui fait que devant un spectacle qui lui semble démesuré, qui à l'échelle cosmique serait dérisoire, mais qui à ses yeux serait démesuré, eh bien tout simplement l'homme est tenté d'y voir l'indice, le signe, presque la faveur de l'absolu. Il me semble que oui, vous faites implicitement référence à l'expérience du sublime chez Kant, et de ce point de vue, je parlais tout à l'heure d'une certaine forme paradoxale d'ébriété kantienne. Le sublime est un très bon exemple, parce que le sublime, c'est précisément une expérience de l'infinité de l'espace, ou une expérience de la force de la nature. Donc de ce point de vue-là, cela renvoie bien à quelque chose comme un absolu, mais en même temps, c'est une expérience qui n'existe que pour un sujet fini, puisque précisément, nous sommes finis, et c'est face à l'infini du ciel que nous éprouvons l'absolu étant ici une production du fini. Ça n'est pas le fini qui serait un effet de l'absolu, mais l'absolu, on pourrait en faire, alors là pour le coup en termes nietzschéens, la généalogie, comme enfanté justement par le sentiment de sa propre finitude. Si nous n'étions pas finis, nous n'aurions pas besoin d'absolu, ou d'absolutiser ce
nous avons sous les yeux. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a d'expérience ou il n'y a même d'absolu que du point de vue de la finitude, ce qui est strictement kantien. Mais pour parler d'ébriété, eh bien, il faut simplement dire qu'en réalité, il y a un formalisme kantien, il y a un cadre de l'expérience dessiné par Kant, mais que cela ne cesse de déborder en quelque sorte. Et précisément, le sublime en est un très bon exemple. La thèse de Kant, on peut l'énoncer ainsi. L'absolu, il existe, c'est la liberté, et ça n'est jamais un objet. Ça n'est pas un objet au sens où nous ne pouvons pas le connaître, ça n'est pas Dieu, ça n'est pas un être auquel nous pourrions attribuer des concepts. C'est une expérience ? C'est une exigence, je dirais. Une expérience, pas au sens kantien, puisque l'expérience, précisément, elle porte sur des objets, mais c'est une exigence qui nous transcende, mais si j'ose dire, une transcendance dans l'immanence, la liberté, puisque la liberté, ce qui la distingue de Dieu et de l'âme, qui sont les autres figures de l'absolu, la liberté, ce qui la distingue, c'est que nous en avons une expérience intérieure, plus exactement, plus qu'une expérience d'ailleurs, nous en avons par le devoir, je dirais, une forme de connaissance morale. Autrement dit, l'absolu n'est pas un objet. Cela veut dire que cet absolu, nous ne pouvons pas le maîtriser comme nous maîtriserions une chose. D'une certaine manière, s'il y a quelque chose de fascinant dans le kantisme, c'est que nous sommes appelés à quelque chose, appelés à une exigence qu'il appelle la destination morale, dont nous ne pouvons pas avoir une définition close. L'aventure humaine, pour le dire peut-être plus simplement, ne peut pas être close, elle n'est jamais terminée par définition pour un kantien, je dirais, en ce sens qu'elle est l'aventure de la liberté, aux deux sens du génitif. C'est la liberté qui fait cette aventure, c'est la liberté qui est le sujet fondamental de l'histoire humaine. Et en même temps, cette histoire, c'est l'histoire de la liberté, donc elle ne s'achèvera jamais dans une forme, mettons, d'État totalement constitué, ou alors dans un système économique qui serait simplement la traduction dans le monde de cette liberté. Donc, quand, je dirais, deux choses. D'une part, la séduction de l'absolu, elle sera permanente puisqu'elle ne se satisfera jamais dans un objet. Et puis, d'autre part, cet absolu ne sera jamais possédé par celui, quel qu'il soit, encore une fois, collectif ou individu, qui prétend le posséder. Il ne sera jamais l'objet véritablement ni d'une connaissance ni d'une possession, mais elle concerne en réalité l'homme en tant qu'homme. Mais est-ce que Kant donne les moyens de penser, j'allais dire, l'expérience d'une connaissance intuitive des choses, une connaissance non formalisée des choses, une connaissance qui ne fonctionnerait pas par déduction, mais qui serait, j'allais dire, une connaissance spontanée. Par exemple, tout simplement le fait que, de façon tout à fait inexplicable, sans se l'expliquer précisément, on puisse deviner, au fond, les réactions de quelqu'un, sentir quelqu'un. Est-ce que Kant, qu'est-ce que la philosophie de Kant permet de dire de cette expérience que nous pouvons faire quand deux individus se rencontrent, se connaissent, soit parce qu'ils s'aiment, soit parce qu'ils se détestent, soit parce qu'ils se connaissent bien, comme on dit, et cette façon qu'ils peuvent avoir de devancer leurs pensées, de se situer presque à l'intérieur des pensées de l'autre? Eh bien, je vous dirais là, au risque de vous décevoir, que sur l'exemple que vous prenez, Kant ne peut rien nous apprendre, parce que, mais il en va finalement de la même chose des gens qu'on rencontre dans la vie. Il ne faut pas demander aux philosophes ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Enfin, à chaque philosophe, je dirais sa croix ou sa charge, et Kant ne nous explique en aucune manière ce qui se produit dans ce cas. En revanche, dans le cas d'une connaissance intuitive, lorsque nous pressentons quelque chose, mais il nous donne les moyens de comprendre pourquoi il ne s'agit pas d'une connaissance. Car comme vous l'avez dit, on ne se l'explique pas, on ne peut pas en rendre compte rationnellement. Donc ça n'est pas une connaissance, c'est un ressenti qui relève probablement effectivement de l'intuition, quoique après tout, la manière dont nous ressentons les choses par rapport aux autres, elle est aussi socialement ou culturellement constituée. Donc il y a toute une série évidemment c'est ça, je commençais en disant il ne faut pas être kantien doctrinal. Il y a toute une série d'expériences humaines fondamentales dont le kantisme n'a strictement rien à nous dire. Autre exemple, l'inconscient, disons. La différence entre les désirs qui seraient des désirs conscients et puis les pulsions inconscientes au sens de la psychanalyse. Si on fait parler Kant, évidemment, après Freud, ce qui est toujours un peu délicat, on pourrait dire la chose suivante tout de même. Pour Kant, au fond, rien n'empêche dans sa conceptualité, je dirais, dans sa philosophie, de penser quelque chose comme un désir inconscient. Bon, il n'y a rien qui puisse simplement s'opposer, à mon sens, à cette thématique. Simplement, ce qu'il dirait, lui, c'est que le désir soit conscient, mettons, c'est-à-dire qu'il émane du social, ou qu'il soit inconscient, qu'il émane du psychisme, dans les deux cas de figure, il est nécessaire.
C'est-à-dire, dans les deux cas de figure, il est régi par la causalité. Donc, ça n'est pas dans nos désirs que nous trouverons la liberté. Mais ce qu'il y a d'intéressant chez Kant, c'est que comme il trace des limites, comme son opération philosophique fondamentale, c'est de tracer les limites, il laisse des champs, des domaines en blanc qui seront remplis et constitués par la sociologie, par la psychanalyse, par d'autres types de sciences humaines. Il n'y a pas d'incompatibilité. Ou tout simplement, ou par ailleurs fécondés par des systèmes de pensée qui, eux, postulent à la différence de Kant que tout est explicable, qui en somme il n'y a pas de mystère, mais que ce caractère explicable de toute chose ne dissipe pas l'énigme de l'existence, du fait que les choses existent et soient ce qu'elles sont, et par ailleurs préserve la possibilité d'une connaissance spontanée de ce qui par ailleurs relève d'une explication. Oui, bien sûr, parce que l'opération de Kant consiste à dire qu'il faut distinguer fondamentalement entre ce qui relève d'une explication, mais là, il ne prétend pas donner une explication à tous les phénomènes de la vie, en particulier à ceux que, par exemple, à ceux que vous énonciez tout à l'heure, la connaissance intuitive ou le désir inconscient, et puis ce qui relève, alors de ce qu'on appelait tout à l'heure l'absolu ou l'inconditionné, qui relève pour Kant de la liberté. Alors, vous savez, les philosophies de la liberté, pense aussi à Sartre, sont des philosophies je dirais, bien sûr exigeante, mais au fond, quand on y pense, pas forcément absolument intéressante. Parce que qu'est-ce qu'il y a à dire de la liberté? Pas grand-chose. Ce qui est intéressant dans l'existence humaine, ce sont les déterminismes. Les déterminismes sociaux, psychiques, politiques, collectifs, éventuellement même naturels. On parle beaucoup du climat, etc. Tout cela, c'est intéressant parce que c'est compliqué. Il y a une complexité des déterminismes. Et donc, l'étude, c'est ce qui occupe toutes les sciences, d'ailleurs, l'étude des La déterminismes. liberté, peut-être, est intéressante quand elle s'inscrit à l'intérieur même de ces déterminismes, plutôt que quand elle s'y oppose. Quand elle s'y oppose, on ne peut faire appel qu'à l'expérience, finalement, d'une liberté, pardon de le dire en des termes qui ne sont pas kantiens, mais on ne peut faire appel qu'à l'expérience d'une liberté ou au sentiment d'une liberté, alors que quand la liberté s'inscrit au cœur même des déterminismes, que ce soit chez les stoïciens ou chez Spinoza, même si, contrairement à ce qu'on en dit en général, les stoïciens et Spinoza n'ont pas grand-chose à se dire, quand la liberté s'inscrit au cœur même des déterminismes, alors dans ces conditions, elle redevient un problème. Bien sûr, elle redevient un problème. Et quand je dis qu'elle n'est pas intéressante, je ne veux pas dire qu'elle ne suscite pas en nous un intérêt, puisque fondamentalement, elle est le plus intéressant pour Kant. C'est ce qui répond le plus aux besoins, comme il le dit, et à l'intérêt d'ailleurs de la raison. Quand je dis elle n'est pas intéressante, je dirais elle n'est pas intéressante à étudier. Nous n'avons pas grand-chose à dire sur la liberté, si ce n'est que nous sommes libres et éventuellement sous quelle forme nous pouvons le savoir. Ou que nous ne le sommes pas. Ou que nous ne le sommes pas. Mais dans la perspective de Kant, bien sûr, nous le sommes. Si vous lisez L'être et le néant, alors chacun aura les impressions de lecture qu'il voudra, mais il y a un caractère parfois un peu harassant à cette lecture, je trouve, parce que c'est un livre immense, consacré précisément à une seule thèse, celle de notre radicale liberté. Ce qui est intéressant chez Sartre, c'est l'étude des déterminismes. Ce qui est intéressant dans la nausée, ce ne sont pas véritablement les expériences de la liberté comme telle, mais celles de la charge du monde. Parce que de la liberté, qu'y a-t-il à dire sinon que nous sommes libres et que cette liberté pose un absolu par rapport auquel tous les déterminismes doivent être relativisés. Alors ensuite, pour terminer par rapport à votre question, en effet, la manière dont la liberté s'incarne ou se réalise dans les déterminismes, se réalise dans l'histoire, se réalise dans la société ou la nature, cette manière est intéressante parce que là, on est dans une logique, si vous voulez, presque dialectique, du conflit entre la nécessité et la liberté. Mais Kant s'y intéresse aussi dans les textes sur l'histoire, au fond, comment je ne dirais pas incarner l'absolu, car ça serait contradictoire pour Kant, mais comment faire que le réel se rapproche comme d'un horizon de cet absolu de liberté que nous sommes. Michael Fossel, deux questions qui peuvent sembler secondaires, ou pas forcément d'ailleurs, deux cas de figure au fond. Que dites-vous de ceux, ne donnons pas de nom, c'est inutile, mais de ceux que vous connaissez comme moi et qui, tout qu'anciens qu'ils soient, n'en sont pas moins, j'allais dire, hommes, c'est-à-dire ambitieux, c'est-à-dire tributaires de leur passion, c'est-à-dire mus tout entiers par leurs inclinations, par leurs penchants ou par le seul désir du bonheur qu'ils identifient au bien-être. Ça, c'est le premier aspect de la question. Deuxième aspect de la question, que vaut le discours, selon vous, le discours à mes yeux odieux, mais à vous de me dire, à mes yeux de non-kantiens odieux, que vaut le discours selon lequel on pourrait faire une généalogie du nazisme à partir des textes de Kant?
Oui, alors la première question, que penser d'un kantien qui, au fond, Qui ne serait kantien que dans les textes. qui ne serait kantien que dans les textes? Eh bien, ma foi, cela démontrerait la validité de la théorie kantienne du mal radical, hein. C'est-à-dire que nous cherchons Ou toujours. du caractère normatif de la théorie kantienne, Ou- qu'il est libre ou non de s'appliquer. Oui, mais vous savez bien que je pourrais aussi bien vous citer des Nietzschéens pas très libres dans leur tête, ou même des spinozistes extrêmement soucieux de leur carrière. Et tributaire des honneurs, absolument. Voilà, oui. et tributaire des honneurs. Donc, en réalité, il y a une théorie, celle du mal, qui consiste à dire que nous cherchons toujours à nous excepter de la loi que nous posons. Donc, évidemment, quelqu'un qui pérorerait de manière kantienne, bon, mettons, alors là, évidemment, je ne me l'attribue, j'essaie de ne pas me l'attribuer à moi, à la radio ou à la télévision, et qui, dans sa vie, serait le dernier des scélérats, comme dit Kant, eh bien, ma foi, il est confronté à cette espèce de pulsion, à ce penchant, comme dit Kant, de s'excepter de En cette. termes nietzschéens, c'est parce qu'il est le dernier des scélérats qu'il pérore sur Kant. Oui, bien sûr, mais dès lors qu'il pérore, je dirais, que ce soit sur Kant ou sur qui que ce soit, et que par ailleurs il mène une vie qui est une vie, bon, enfin c'est pas tellement d'ailleurs la vie qu'il mène qu'il joue, mais il a une conscience qui est une conscience de lui-même avant d'être celle de l'universel, eh bien je dirais qu'il n'échappe pas à la règle du mal radical. Donc tout simplement, Kant, je veux dire par là l'étude et la lecture de Kant, et même l'adhésion à ses thèses, n'a jamais prémuni personne, cela va de soi, de la transgression morale. En Bon. revanche, est-ce qu'il n'y a pas quand même chez Kant, juste un point, est-ce qu'il n'y a pas quand même chez Kant, quelle place Kant fait-il à l'exercice de la méditation, tout simplement, à la philosophie comme exercice, c'est-à-dire au fait que, par exemple, ce qui est omniprésent chez Spinoza, la nécessité en somme de pratiquer la philosophie pour l'incorporer, puisqu'il y a chez Spinoza un refus de distinguer l'esprit du corps, et qu'en somme tout son travail, j'allais dire non pas de morale mais d'éthicien, non pas de moraliste mais d'éthicien, est un travail d'incorporation, en somme, de ce qui n'est pas un conseil, mais de ce qui tout simplement relève d'une connaissance qu'il s'agit d'apprivoiser, à laquelle il s'agit de s'accoutumer. Est-ce qu'il y a un élément de cette nature chez Kant? Oui, il ne thématise pas dans sa philosophie cet élément, mais le peu que nous savons, d'ailleurs, c'est parce qu'il y a peu à savoir, de sa biographie, c'est-à-dire le fait qu'il faisait une marche en particulier quotidiennement, démontre qu'en effet, c'est un penseur qui ne séparait pas le corps de l'esprit, même si, pour lui, la pensée suppose la paix des organes, le silence des organes, si je puis dire, c'est-à-dire qu'en réalité, les exercices que nous faisons, comme la marche ou les exercices diététiques que nous faisons, sont des moyens et non pas des fins en vue de pouvoir penser pour que le corps, en quelque sorte, laisse la raison se déployer d'elle-même. De la même façon qu'il faut chez Kant être heureux pour ne pas enfreindre ses devoirs. Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il ne s'agit en aucune manière d'un dolorisme, c'est-à-dire que la raison, pour qu'elle puisse même s'incarner ou se réaliser autant que possible dans l'existence, doit présupposer un minimum, je dirais, de confort corporel, même pas forcément un minimum, mais qu'il n'y a absolument pas d'opposition entre les deux, mais il y a une distinction fondamentale entre l'ordre des désirs et l'ordre de la liberté, et dès lors qu'ils ne se chevauchent pas, tous les désirs, je dirais, sont acceptables. Mais donc, deuxième point, Michael Fauzel, parce qu'on arrive au terme de cette émission, et c'est important peut-être, que vaut donc ce qui me semble à moi une sorte de révisionnisme philosophique qui consisterait à situer Kant au principe finalement du nazisme, s'appuyant notamment par exemple sur les déclarations d'Eichmann lors de son procès. Oui, bah écoutez, justement. Disant qu'il était kantien. Oui, voilà, c'est-à-dire c'est une manière de donner raison à Eichmann contre, je dirais, le sens même des textes. Bon, de toutes les manières, c'est très difficile de répondre en ce sens qu'il faudrait, ou alors il faudrait toute une émission, mais enfin, il n'y a absolument rien, c'est tout ce que je puis dire, dans la philosophie kantienne qui permette de justifier la soi-disant thèse de Kant par rapport à la thèse que vous développez, ou que vous indiquez. Donc, disons-le, Michel Onfray avait dit qu'il y a chez Kant une critique du droit de résistance. Et que c'est en vertu de cette critique du droit de résistance que Kant pouvait être sollicité de manière légitime par les nazis. Au fond, j'ai obéi parce que je n'ai pas le droit de résister. Bien. Alors, écoutez, le problème, évidemment, c'est que ce type d'affirmation étant généralement un peu ignarde, on ne sait pas historiquement ce que cela veut dire pour Kant d'être contre le droit de résistance. Kant est contre le droit de résistance. Mais Kant écrit après la Révolution française. Et il faut se poser la question de savoir qui, en 1793-14, se réclamait du droit de résistance. En 93 et 94, ceux qui étaient pour le droit de résistance, en Allemagne, étaient les contre-révolutionnaires qui soutenaient la Vendée. C'est évident, enfin, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour le comprendre. Lorsque Kant s'en prend au droit de résistance, c'est-à-dire lorsqu'il montre ou lorsqu'il affirme que nous n'avons pas le droit d'obéir à un État, de désobéir aux ordres de l'État, il veut dire à l'État de droit. Autrement dit, ce qu'il signifie très explicitement, c'est qu'il n'y a pas de légitimité
à s'opposer à l'État républicain français de 1793. Alors évidemment, lui faire dire deux siècles plus tard que cette critique du droit de résistance est en réalité une légitimation de l'obéissance d'Eichmann aux ordres qu'il recevait d'Hitler, est une aberration, je dirais, d'un point de vue philologique, mais est une aberration déjà historique. Il faut simplement se demander quand est requis le droit de résistance et non pas, je dirais, faire d'une philosophie de la liberté le principe et l'origine de ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire humaine en termes d'oppression. Un grand merci, Michael Fossel. C'était une joie, comme toujours, de vous entendre parler de Kant, dont vous parlez vraiment très bien, je dois dire. Qu'on soit kantien ou non, c'est un régal de vous écouter. On a abondamment cité toute cette semaine vos ouvrages, Michael Fossel sur Kant. Je voudrais me contenter ici, puisqu'on arrive cette fois-ci au terme du terme de cette semaine sur Kant, citer un livre est quand même extraordinairement utile, paru dans la bibliothèque de philosophie, dans la NRF, chez Gallimard. C'est le Kant Lexicon par Rudolf Eisler, un livre extraordinaire, une somme de tout le vocabulaire kantien, de tout le lexique kantien et de ses occurrences. C'est un livre fondamental. Alors il n'y a pas de hasard, on avait commencé cette semaine sur Kant en citant Gilles Deleuze, parlant des philosophes qui jugent. Eh bien on va revenir à Gilles Deleuze avec le journal des Nouveaux Chemins tout de suite et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Deleuze et Guattari, c'est le sujet ou l'individu du jour. Exactement, Deleuze et Guattari, deux noms qu'on entend souvent prononcer ensemble, comme si c'était le nom composé d'un même auteur. Et pourtant, il s'agit bien de deux personnalités à tous égards complètement différentes, dissemblables, complémentaires mais aussi en tout point opposées, dont la rencontre a produit une œuvre hybride d'une inventivité fulgurante et qui est aujourd'hui considérée comme l'un des travaux majeurs de philosophie contemporaine. Alors revenir sur cette rencontre à la fois humaine et intellectuelle, en retracer la genèse, les étapes, la dissolution, c'est ce que propose cette biographie croisée de Gilles Deleuze et de Félix Guattari qui sort ce mois-ci en poche aux éditions La Découverte et dont l'auteur est l'historien François Doss qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour François Doss. Bonjour. Je disais qu'on associait souvent ces deux noms comme s'il s'agissait d'un même auteur, mais c'est presque vrai tant la collaboration entre les deux hommes a produit une nouvelle façon de penser, même une nouvelle façon de philosopher, une voie, finalement une troisième voie totalement inédite et inouïe, qui n'est pas la simple somme de la pensée des deux personnes, mais bien donc une production d'une troisième voie. Qu'en pensez-vous, François Doss ? Est-ce que vous accepteriez cette production d'une troisième voie ? Est-ce que pour vous, c'est seulement un assemblage de deux voix différentes qui s'expriment chacune au sein de l'autre ? Non, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un dispositif tout à fait particulier qu'ils ont d'ailleurs thématisé avec le concept d'agencement collectif d'énonciation. Il n'y a pas plus différent, vous l'avez dit, que Deleuze et Guattari au plan de leur formation, de leur caractère, de leur tendance. Et ils ont en fait travaillé non pas à créer un Guattareuse, ce qui serait monstrueux, oui, ce qui a d'ailleurs été thématisé par Lausier sur le plan des bandes dessinées de manière très critique, mais ils n'ont pas fait une espèce d'osmose, etc., mais davantage, et c'est d'ailleurs leur premier article sur Klossowski qui date de 1970, une conjonction disjonctive, c'est-à-dire que gardant chacun leur singularité. Par exemple, on parle de Deleuze-Guattari comme si c'était un même individu, comme s'ils avaient une amitié, une espèce d'osmose comme ça, pas du tout. Il faut savoir par exemple que jusqu'au bout, ils se sont vouvoyés et que chacun respectait l'esséité ou la singularité de l'autre et leur idée était de travailler sur le territoire de l'autre, de se laisser interpeller car pour comprendre leur travail, il faut mettre en avant le « et ».
C'est-à-dire que Deleuze n'est pas Guattari ou EST, mais c'est Deleuze et Guattari. Et c'est justement ce territoire, cette projection et cette écoute du territoire de l'autre qui a fait l'originalité, la fécondité de leur travail. Ils se jugeaient comme très différents. Deleuze avait d'ailleurs de très très belles images, très belles métaphores pour décrire leur travail commun. C'est-à-dire quand il disait par exemple que son ami Félix était l'éclair et que lui était le paratonnerre qui enterrait, enfouissait la force éruptive de l'éclair pour la faire ressurgir ailleurs différemment. Voilà, Deleuze écrit « Selon moi, Félix avait de véritables éclairs et moi, j'étais une sorte de paratonnerre. Voilà. J'enfouissais dans la terre pour que ça renaisse autrement. Mais Félix reprenait et ça continuait. » Voilà, tout à fait. Alors vous avez comme ça une pléthore de concepts qu'ils ont générés, qu'ils ont créés, et un dispositif qui alors est très étonnant parce que on se dit Deleuze-Guattari, c'est pas le seul cas où vous avez des travaux communs de deux auteurs, mais je pense, si je ne me trompe, que l'originalité de ce travail commun, c'est que vous avez ce qu'on appelait à l'époque la connexion entre théorie et pratique, comme on aimait à le dire à une certaine époque. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que Guattari était dans la pratique parce qu'il était psychiatre, co-directeur de la Borde avec Jean Houry, etc., tout en n'ayant pas fait médecine, mais ayant une pratique de psychanalyste et de psychiatre, et évidemment Deleuze, philosophe. Ça ne veut pas dire que l'un était le concept et l'autre la pratique du concept. C'est plus compliqué que cela, justement. C'est-à-dire que ces concepts étaient une source de dialogue, de discord entre eux, dans leur dialogue, et qui trouvaient une projection dans la pratique. C'est-à-dire que par le CERFI, par la Borde, par la psychothérapie institutionnelle, par ce qu'ils vont thématiser par la schizoanalyse, les concepts vont avoir une opérationnalité dans la pratique et c'est testé comme tel. Et ça, on le comprend bien avec l'importance notamment de la clinique de la Borde, qui va être le lieu où où Deleuze et Guattari vont se rencontrer. Et c'est ce qui va susciter en eux le désir de travailler ensemble à travers et ensuite contre la psychanalyse. Et la psychanalyse permet bien de comprendre cette alliance entre théorie d'une part et pratique de l'autre. Ce qui va susciter leur rencontre, plus que la Borde, c'est 68. C'est-à-dire que c'est manifestement la mise en crise, la mise en mouvement d'un paradigme qui était dominant. On célèbre en ce moment la disparition de Claude Lévi-Strauss, qui était le structuralisme. Et il faut dire que Deleuze et Guattari aussi, par sa proximité avec Lacan, ont été dans une grande proximité avec le structuralisme. Et ils ont été interpellés par une brèche, une rupture instauratrice, un événement majeur qui est 68 et qui a déplacé les lignes. Déplacé les lignes puisque la rencontre se fera plus qu'à la Borde, parce que là-dessus, Deleuze était très phobique. Il n'aurait jamais été dans la clinique de la Borde. Il détestait les fous. Ça se passait à côté de la Borde. Toujours dans le pas d'écart. Bon. Mais le point de conjonction va être un texte de Guattari tout à fait important qui est Machine et structure. C'est-à-dire la machine, c'est l'événement, remettre en production, en dynamique la structure. Et là, il va trouver effectivement un Deleuze qui, dans Logique du sens, a essayé de construire une philosophie de l'événement. Et là-dessus, il s'interroge en plus sur le discours des schizophrènes, sur la mise en mouvement de la langue elle-même, sur la création de la langue. Et c'est là-dessus, sur la créativité, sur l'événementialité, que va se faire le nouage, cet agencement, ce dispositif d'écriture. En plus, ce qui est très très étonnant, c'est que Guattari avait très peu écrit avant. Très peu écrit, c'est un homme de parole, c'est un homme de bande, c'est un homme qui est complètement dans l'expression orale. Et Deleuze va le mettre au travail. Deleuze va lui dire qu'on ne travaille pas comme ça sur le plan intellectuel, et il va recevoir du Guattari à l'état brut, et il va se faire le joaillier de tous ces concepts qui lui arrivent en cataracte. Ce qui va lui permettre de produire donc un nouveau discours philosophique et une nouvelle façon de philosopher. Merci François Doss. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette biographie croisée Gilles Deleuze et Félix Guattari qu'on trouve aux éditions La Découverte en poche. Merci Adèle. Sinon, quoi d'autre dans l'actualité des sciences humaines ? Alors dans l'actualité des sciences humaines, depuis 2002, l'UNESCO organise chaque année une journée de la philo, une journée de la philosophie, qui est depuis 2005 une journée mondiale de la philosophie, dont le but est de rapprocher la philosophie donc des acteurs de la philosophie, les professeurs et les étudiants, mais aussi du public non philosophe. Alors cette journée aura lieu cette année le 19 novembre au siège de l'UNESCO à Paris. Mais pour information, cette journée, depuis qu'elle est mondiale, a lieu chaque année aussi dans une autre ville du monde, et c'est à Moscou.
Moscou et Saint-Pétersbourg que la plupart des débats et rencontres auront lieu. Donc ça s'adresse aux auditeurs s'il y en a qui nous écoutent depuis la Russie, mais en tout cas on trouve également des manifestations à Paris, au siège de l'UNESCO, notamment rapidement un colloque sur Pierre Classe organisé par le Collège international de philosophie les 18, 19 et 20 novembre, un congrès sur John Stuart Mill et des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres sur les nouvelles pratiques philosophiques organisées par l'association Philolab. Alors on trouve toutes les informations évidemment sur ces journées mondiales de la philosophie organisées par l'UNESCO sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Absolument, le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous pouvez retrouver notre émission, évidemment la télécharger, la podcaster comme on dit, et retrouver aussi la bibliographie de tous nos invités. Merci à tous donc. Kant, Deleuze et Guattari, c'était le sujet du jour dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. La semaine prochaine, c'est du temps que nous vous parlerons dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, du temps des physiciens, des voyages dans le temps, du temps et de la durée, du temps pour tout et même du temps perdu. Rendez-vous lundi prochain à cet égard, à 10h, de 10h à 11h, avec Bernard Sèvres et Pascal Dussapin pour y parler du temps musical. « 10h59 sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.